alors? Ouverture du procès géant de la mafia à Palerme. 355 prévenus, 90 chefs d'accusation, mais peu de gros bonnets. Les Américains perplexes et embarrassés devant l'ampleur de la fraude électorale aux Philippines. Washington suggère maintenant aux deux adversaires de travailler ensemble. Le froid bien installé sur la France, il faisait moins 18 ce matin en Auvergne. Le Moscou-Paris joue les omnibus. Madame, Monsieur, bonsoir. L'état de siège, 2000 policiers en alerte maximum, des automitrailleuses qui prennent position, des journalistes débarqués du monde entier, une population qui retient son souffle. Cela ne se passe pas à Palerme, en Italie, où vient de s'ouvrir le procès de la mafia. Au banc des accusés, enfermés dans des cages blindées, 355 personnes, 119 sont en fuite. L'acte d'accusation comporte plus de 8000 pages et le procès devrait durer longtemps, très longtemps. Nous en étions donc aujourd'hui au préliminaire. Le climat sur place avec notre envoyé spécial, Victor Vramo. Luciano Liggio, chef du clan des Corleonesi. Il est en prison depuis une dizaine d'années, mais il n'a jamais cessé de diriger son clan et d'ordonner l'exécution de dizaines de policiers et de magistrats. C'est ça qui est important, c'est qu'on a installé dans ces cages blindées les chefs de la mafia, même si parmi les 119 accusés en fuite, il y a encore les Greco, dont Michele Greco, celui qu'on appelle le pape. Quel que soit le verdict de ce procès, qui pourrait durer 1 an, on aura la possibilité de comprendre l'exécution de 95 policiers, magistrats et hommes politiques locaux. On comprendra aussi comment fonctionne la mafia, comment elle est structurée et comment elle investit les bénéfices du trafic de la drogue. Assiste à ce procès Francesco Rosi, auteur de nombreux films sur la criminalité organisée en Italie. Je me fais pas des illusions sur le fait qu'un procès, même un procès important comme celui-ci, puisse nous débarrasser de la mafia. La mafia, c'est un phénomène qui touche à la société, à l'organisation de la société, qui touche la culture d'un peuple, qui touche l'histoire. Francesco Rosi a certainement raison. Ce n'est pas avec un procès aussi important soit-il qu'on pourra éliminer la mafia. Mais il ne faudrait pas exagérer dans un sens négatif. Le fait même qu'on ait réussi à organiser le procès de 474 mafiosi est déjà un événement inimaginable il y a encore 2 ou 3 ans. Alors pourquoi n'y aurait-il pas dans les prochaines années d'autres repentis, à part Tommaso Buscetta, d'autres arrestations et d'autres procès contre la mafia? Effectivement, ce procès eût été inconcevable il y a quelques années. On le doit donc à la ténacité, à l'entêtement d'une poignée de juges courageux qui ont consacré leur vie à la lutte contre la mafia. Certains sont morts, abattus en pleine rue, comme par exemple le procureur Costa ou comme le chef du parquet Chinizzi. Ceux qui ont survécu, ceux qui ont poursuivi la tâche, ont vu leur vie complètement bouleversée par leur enquête. C'est le cas du juge Giovanni Falcone, le grand ordonnateur de ce procès. Voici son portrait brossé par un de nos confrères qui l'a souvent rencontré. C'est Fabrizio Calvi. C'est un petit homme affable, disert, qui n'a pratiquement plus de vie privée. Autour de lui gravite en permanence une trentaine de carabiniers, enfin 20 carabiniers, donc 30 pour se relayer. Chaque fois qu'il se déplace, c'est donc en voiture blindée, il y a des hommes d'escorte, il y a 2 voitures blindées devant lui. Chaque fois qu'il va voir sa fiancée, tout le quartier est au courant puisque le quartier est quadrillé. Quand il se baigne, on dit qu'il y a des vedettes de carabiniers qui patrouillent au large. De même, ces dernières vacances, il les a pris dans l'île du diable italienne, qui est l'Asinara, qui est une petite île entre la Corse et la Sardaigne, battue par les vents et la mer, et où il y a installé un super pénitencier parce qu'on ne peut pas s'évader de cette île. Et il vit comme ça depuis 5 ans. Et il vit comme ça depuis 5 ans. En sachant, en ayant une seule certitude, c'est que la retraite est impossible pour lui. C'est-à-dire la retraite dans tous les sens du terme. Il n'aura jamais sa retraite et il ne peut pas faire marche arrière. C'est impossible. Il va mourir. Il va mourir, il a cette certitude. Non, mais on sent bien qu'il a cette certitude. Il sait très bien que quand la mafia veut avoir la peau d'un juge, de toute manière, elle l'aura. Et elle l'a bien montré en assassinant le malheureux consigliere Rocco Niché, à qui j'ai dédié ce livre, parce qu'il m'avait beaucoup aidé, qui est mort, donc ce consigliere, et avec ses 5 hommes d'escorte, après l'explosion d'une voiture piégée renfermant 50 kilos de TNT. Donc quand la mafia veut vraiment la peau d'un juge, elle l'a.
Oui, si vous vous intéressez à ce procès, si vous voulez comprendre la manière dont agit la mafia, je vous engage à lire ce livre de Fabrizio Calvi. Vous allez le voir maintenant, voilà. C'est une remarquable somme qui permet donc de comprendre la manière dont fonctionne l'honorable société. Il est paru chez Hachette et Fabrizio Calvi sera l'invité de Daniel Lecomte dans le tout dernier journal aux environs de 23 h pour revenir donc sur ce procès de la mafia. Et puis l'Italie toujours et toujours le meurtre organisé, mais il s'agit cette fois de terrorisme avec l'assassinat de l'ancien maire de Florence, abattu tout à l'heure par un commando. C'est un meurtre qui a été revendiqué par les Brigades Rouges. Le point avec sur place la correspondante de l'agence France Presse au téléphone. Le meurtre a été littéralement signé. Le commando a laissé sur place une copie de la résolution numéro 20 des Brigades Rouges portant la date du 15 mars 1985. C'était en effet il y a 1 an que les Brigades Rouges effectuaient leur dernier assaut. En pleine campagne pour le référendum sur l'échelle mobile, un commando assassinait près de l'université de Rome le professeur Tarantelli, syndicaliste proche du Parti socialiste. Une certaine appréhension accompagnait en Italie l'ouverture du premier procès de l'histoire contre la mafia. C'est à 1200 km de là, dans la paisible Florence, que les BR, donnés pour agonisantes, ont de nouveau frappé. Terrorisme encore avec peut-être du nouveau dans l'enquête sur les derniers attentats, mais à Paris. Cette fois, vous savez qu'on a découvert des armes dans une voiture abandonnée. C'était il y a 3 jours dans la capitale. Eh bien, ces armes paraissent semblables à d'autres armes utilisées au cours d'attentats à Vienne et à Londres. Une grosse blague, un doux rêve ou l'illustration d'un embarras politique considérable, l'histoire fera son choix aux Philippines après la suggestion américaine qui propose aux 2 adversaires, Ferdinand Marcos et Corazon Aquino, de travailler ensemble, ce qui semble, vous en conviendrez, bien peu probable. L'embarras en tout cas est évident au lendemain d'élections de plus en plus clairement frauduleuses dans ce pays, et alors que le rôle du président Marcos est de plus en plus clairement contesté, y compris par ceux qui devaient vérifier la régularité du scrutin. Le point sur place avec Philippe Lefebvre et la réaction aux États-Unis avec notre correspondant à Washington, Jacques Abouchard. C'est dans la rue que se jouent désormais les élections philippines. Une manifestation a réuni cet après-midi devant l'Assemblée nationale à Manille des milliers de supporters de Cory Aquino. Ils crient contre la fraude, dénoncent une assemblée qui doit prononcer les résultats officiels et qui est à la botte de Ferdinand Marcos. La foule jette des cailloux sur les députés et les membres du service d'ordre qui se forcent encore à y croire. À 5 km de là, Cory Aquino redit l'essentiel de sa tactique. S'il vous plaît, monsieur Marcos, donnez la présidence au peuple. C'est au cours des manifestations qui ont suivi le passage de Cory Aquino dans le quartier des Affaires qu'un attentat a été commis. Un tueur non identifié a tiré dans la foule et tué un partisan de madame Aquino. Quant aux résultats, ils ne veulent plus rien dire. En quittant Manille ce matin, les observateurs américains indiquaient que le processus électoral a été irrémédiablement compromis. Le chef de la mission américaine, le sénateur Lugar, concluait « Ronald Reagan pourrait prendre des décisions essentielles si les résultats ne sont pas honnêtes. Le processus est enclenché. Quelques heures plus tard, la Maison-Blanche prend parti. » Le président Marcos et sa rivale, madame Aquino, devraient travailler ensemble. Il permettrait ainsi la formation d'un gouvernement stable qui mettrait en œuvre des réformes sans violence. Cette déclaration émane du porte-parole de la Maison-Blanche, Larry Speakes. Elle traduit un certain désarroi du côté américain après des élections présidentielles philippines entachées de fraude massive. En fait, Washington redoute tout autant une victoire de M. Marcos qu'un succès de Corazon Aquino. Dans le premier cas, il en résulterait à coup sûr une exaspération des opposants pouvant déboucher sur les pires désordres, voire la guerre civile. La seconde hypothèse, une victoire de Mme Aquino, risque de braquer l'armée et d'accélérer un processus de dictature pure et simple. Les États-Unis essayent donc de naviguer tant bien que mal entre ces 2 redoutables écueils. En Haïti, le général Nanfi, qui préside le Conseil de gouvernement, vient d'annoncer des élections présidentielles au suffrage universel direct. C'est une très bonne nouvelle dans ce pays privé de liberté depuis 29 ans, même si le communiqué du gouvernement ne prévoit aucune date pour l'instant pour ces élections. Il expose en revanche quelques grands principes démocratiques fondés sur le respect des droits de l'homme, la liberté de la presse, l'existence de syndicats libres et de partis politiques structurés. Par ailleurs, l'une des dernières décisions du nouveau gouvernement, c'est la dissolution officielle des Tontons Macoutes, cette milice de 300 000 personnes, dont 25 000 paramilitaires, qui étaient voués à la famille Duvalier. Ces Tontons Macoutes qui sont illustrés dans la férocité tout au long des dernières années, qui sont depuis quelques jours la cible de la population. Regardez ce reportage que vient de nous faire parvenir notre envoyé
spécial Jacques Douai. C'est en Haïti. La banlieue sud de Port-au-Prince n'a pas échappé au pillage de ce dernier week-end. Les premières visées ont été les maisons des tontons Macoutes, ces miliciens de l'Ancien Régime, responsables des basses œuvres du président à vie. 50 miliciens ont été massacrés, 300 personnes blessées. La maison de cet homme est encerclée par une foule hurlante. Lui a laissé son uniforme. Pour sa défense, il prétend qu'il n'a jamais été Macoute, mais simplement policier. Pourtant, il crève, il transpire la peur. Duvalier l'a abandonné à son sort. Policier ou Macoute, ça n'est plus la question. Dehors, son cas est déjà réglé. Il n'y a qu'une sentence depuis le départ de Baby Doc. Pour la femme du policier qui s'effondre, c'est sûr, il va mourir. Elle sait ce qu'on a fait aux autres dans son quartier. Ceux qui ont été attrapés sont morts sous les jets de pierre ou les coups de bâton. Aujourd'hui, la chance est rentrée dans la maison. Les militaires sont arrivés par hasard et se sont interposés. C'est sous leur protection que le flic de Duvalier a pu échapper à la foule. Devant les uniformes, les manifestants ont baissé leurs bâtons pour regarder partir le tortionnaire d'hier qui emmène toute sa famille. Les militaires ne le quitteront qu'à la caserne où il sera interrogé. Le policier parti, la foule s'en prendra à sa maison. Elle n'aura pas tout perdu et pourra assouvir sa haine tranquille, profonde. Des effets personnels, du mobilier, il ne reste rien. Oui, pendant ce temps-là, l'ex-président à vie Jean-Claude Duvalier est toujours à Talloires, en Haute-Savoie, dans l'attente d'un lieu d'exil officiel. La France ne souhaite pas le conserver trop longtemps sur son sol. Son passage, d'ailleurs, provoque toujours des manifestations. Vous le voyez ici. C'était aujourd'hui à Talloires où les voisins forcés de Baby Doc étaient venus marquer leur hostilité à l'ancien dictateur. Donc cet après-midi, à Talloires, en Haute-Savoie, où réside donc Baby Doc dans l'attente d'un nouveau point de chute. On l'appelle le pont aux espions. C'est un immense ouvrage qui relie le secteur américain de Berlin-Ouest à l'Allemagne de l'Est. Et c'est là que, suivant un cérémonial très précis, se font les échanges entre espions de l'Est et espions de l'Ouest, comme au cinéma. Avec un nouvel échange de mains, l'Ouest libérera 5 agents, l'Est en libérera 4, ajoutant au lot le fameux dissident Anatoly Shcharansky. Sur les conditions de cet échange, les précisions de Michel Meyer à Bonn. Surveillance militaire depuis le ciel, un pont sur un fleuve gelé, la Havel, le calme avant un déchaînement médiatique qui a déjà transformé de Blineckerbrück, le pont des espions, en lieu de rendez-vous mondial de la presse occidentale. Certains caméramens et photographes font le pied de grue depuis près d'une semaine. Les télévisions américaines diffuseront en direct les images d'un échange d'espions qui ne fait plus de doute. En clair, les négociateurs Richard Burt, l'ambassadeur des États-Unis à Bonn, et Wolfgang Vogel, avocat à Berlin-Est, ont bien travaillé. Le marché est conclu, le lieu et l'heure fixés. Moscou libérera le dissident soviétique Shcharansky, c'est confirmé, c'est sûr. Il prendra directement un avion sur la base militaire de Berlin-Tempelhof en direction de Francfort. À Francfort, il montera dans un avion de la compagnie israélienne El Al à destination de Tel Aviv. La guerre oubliée entre l'Iran et l'Irak avec une nouvelle offensive iranienne au sud de la ligne de front. Elle a permis aux troupes de Téhéran de franchir la frontière irakienne en traversant le détroit du Chat el-Arab. C'est la première fois que les Iraniens mettent ainsi le pied en territoire irakien dans ce secteur. En tout cas, depuis le début de la guerre, c'était en 1980, il y a déjà 5 ans. Cette percée a été admise à Bagdad, où l'on s'efforce toutefois de minimiser son importance. La mort mystérieuse d'un militant de Solidarité dans le sud de la Pologne. Il a été retrouvé inanimé avec une fracture du crâne devant un hôtel où il devait participer à une messe pour la patrie, donc organisée par Solidarité. Il avait été arrêté et interné en plusieurs occasions. La politique au ralenti après les petites phrases du week-end, un week-end consacré essentiellement à l'opposition puisque Raymond Barre était au club de la presse d'Europe numéro 1 et Jacques Chirac l'invité de 7 sur 7 sur TF1. Aujourd'hui, Laurent Fabius était quant à lui dans le nord de la France, le Premier ministre qui a renouvelé son appel aux électeurs qui ne sont pas forcément socialistes et qui s'en est aussi pris de nouveau au groupe RSA. Que les Français sachent qu'actuellement, un groupe d'une extraordinaire puissance est en train de développer son emprise, qu'il a déjà rendez-vous dans la prochaine Assemblée nationale avec 20 députés qui sont ses salariés, que la seule borne mise à son pouvoir, c'est la loi et la volonté que les socialistes ont adopté en ce qui le concerne et que si cette loi et cette volonté étaient bafouées,
il n'y aurait plus d'obstacle à ce que ce monopole vienne manger la totalité de la presse française. La croissance un peu ralentie pour l'économie française en 1985. D'après les chiffres que vient de publier l'Institut de la statistique, cette croissance a été de 1,3% l'an dernier contre 1,9% en 1984. Alors, raison de cet essoufflement, eh bien, s'explique notamment par une petite faiblesse sur les exportations. Un double échec pour les gangsters dans le sud de la France avec 2 attaques manquées contre des fourgons de transport de fonds. C'était à Marseille et à Aix-en-Provence, mais avec aussi la découverte d'un souterrain par lequel les malfaiteurs pensaient pénétrer dans les locaux d'une société de convoyage, mais à Montpellier cette fois. Le reportage de Thierry Calmette sur place et de Luc Bachofen. Attaquer les convoyeurs de fonds de la société Protecval, ça ne paye plus. Ce matin à Marseille, 2 attaques, 2 échecs. Le quartier de la Rose, dans la matinée, les gangsters attendent le fourgon qui apporte des fonds à cette agence de la caisse d'épargne. L'employé de Protecval sort du fourgon, les malfaiteurs ouvrent le feu et le manque de peu. Depuis le fourgon, la riposte est immédiate. Les gangsters s'enfuient sous un feu nourri, ils repartent à pied, bredouillent. Les clients dans ce café sont aux premières loges, mais ils ne se souviennent de rien. Deuxième échec. Tôt ce matin, vers 6h30, un poids lourd a tenté d'intercepter un fourgon, semblable à celui-ci, qui rentrait au siège de la maison Protecval, au 1000, près d'Aix. Scénario classique, le fourgon a basculé dans le fossé, les gangsters, descendus du poids lourd, ouvrent le feu. De l'intérieur du fourgon renversé, les employés ripostent, les gangsters s'enfuient, les poches vides. Les nombreuses et fructueuses agressions commises contre cette société avaient été minutieusement organisées par les gangsters. Aujourd'hui, ils semblent avoir agi avec moins de méthode, plus de précipitation. Résultat, pas un seul centime de butin. Un procès de l'autodéfense à Lyon, cela nous ramène au mois d'octobre 1982. Un jeune Algérien de 16 ans est tué de 2 coups de carabine 22 longs rifles par un jeune homme de 20 ans dont il cherchait à voler la voiture. Un procès qui se déroule dans une ambiance très particulière en raison d'une campagne de sensibilisation organisée par les amis de la victime. Sur place, Agnès Poirier et Jean Corneille. Il n'est pas tué, Waïd Achichi, volontairement, tout s'est passé tellement vite. Nicolas Bardelli, meurtrier à 20 ans, a refusé aujourd'hui d'être filmé. Le 28 octobre 82, il a tiré 5 fois avec une carabine 22 longs rifles du haut de son balcon sur 2 jeunes gens qui étaient, affirme-t-il, en train de voler sa BMW. Waïd Achichi, un jeune lycéen de 18 ans, est tué sur le coup. Après 6 mois de prison préventive, Nicolas Bardelli est libéré. Aussitôt, la famille de la victime, ses amis, se mobilisent au sein d'une association des familles des victimes des crimes racistes et sécuritaires. Aujourd'hui, à travers Bardelli, c'est en quelque sorte l'autodéfense que l'on juge. D'un côté, Nicolas Bardelli, défendu par Maître Garot. De l'autre, la famille de Waïd Achichi, qui s'est constituée partie civile, ses amis, ses camarades de classe. Dans Lyon, actuellement, sur les murs, cette question. Que vaut la vie de Waïd Achichi ? Pour Nicolas Bardelli, qui a choisi il y a 4 ans de faire justice lui-même, sa voiture comptait plus que tout. Les tests médicaux sont à la mode. Il s'agit de ces flacons ou de ces plaquettes qui permettent de savoir si on a de l'albumine ou si on attend un bébé sans passer par les services d'un laboratoire. Avec quand même bien des interrogations sur la fiabilité, sur l'efficacité de ces produits. Mais cela n'est pas fini. De nouveaux tests pourraient maintenant être commercialisés, je dis bien pourraient être commercialisés en France. Une sorte de laboratoire en kit venu des États-Unis, mais qui, vous allez le voir, pose encore pour le moment plus d'interrogations qu'il n'apporte véritablement de réponses. Le point donc avec Lucie Soboul et Bruno Carrette. Une porte blindée, un code d'entrée, les progrès de la biologie sont bien protégés. Dans ce laboratoire ultramoderne, des biologistes essayent de développer le marché des tests de diagnostic rapide. Leur principe est connu et utilisé depuis longtemps. Il s'agit de révéler la présence d'une substance, bactérie, virus ou hormone, grâce à une petite bande de papier sur laquelle se trouve déjà un réactif. Quelques gouttes d'urine ou de sang, une demi-heure d'attente, une dernière manipulation, l'apparition d'une couleur bleue indique un résultat positif. Grâce à cette technique, quelques tests sont déjà commercialisés en France, diagnostic de grossesse ou surveillance de la glycémie pour les diabétiques. D'autres devraient les rejoindre, surveillance de l'ovulation, dépistage du produit responsable d'une allergie ou encore diagnostic des maladies infectieuses ou des maladies sexuellement transmissibles. Ça correspond à une nouvelle mentalité au niveau par exemple de la qualité de la vie, au niveau donc de l'hygiène alimentaire,
au niveau par exemple du sport. Il en est de même par exemple au niveau d'un certain nombre d'individus qui voudront contrôler leur taux de cholestérol ou d'un certain nombre de paramètres qui seront les signes d'une bonne santé ou d'une bonne hygiène alimentaire. Pourtant, on n'en est pas encore là. Si certains tests d'autosurveillance sont à la portée de tous, les autres sont plus délicats à manier car ils se font sur le sang. Ils devront donc être réservés aux médecins qui veulent obtenir un résultat immédiat. Mais là, les biologistes ne sont plus d'accord. Ils sont les seuls en France à avoir le droit de pratiquer des analyses médicales. Ce qu'on veut faire croire dans cette affaire, c'est que ce genre de tests, qui sont des tests d'orientation, deviendraient des analyses. Je dis que ce ne sont pas des analyses, parce que ces analyses, nous les faisons et elles sont soumises à contrôle. Ce sont des tests d'orientation et tout à fait d'accord pour que le médecin puisse avoir une orientation dans son diagnostic. Le seul compromis serait donc de considérer ces tests comme une simple orientation avant le diagnostic. Ils ne seraient utilisés qu'en cas d'urgence ou dans les endroits isolés. Un rapport ministériel vient de recommander la plus grande prudence, car leur fiabilité et leur efficacité restent à prouver. On est donc encore loin de voir leur emploi se généraliser. Depuis hier, nous sommes dans l'année du tigre, c'est-à-dire la nouvelle année version astrologie chinoise. C'est donc le nouvel an pour des centaines de milliers d'Asiatiques qui habitent maintenant la France et qui l'ont donc fêté hier en famille ou dans la rue. L'occasion aussi de vous raconter, pour nous, de vous raconter une histoire, celle de ce Breton devenu l'un des principaux producteurs de pâtés impériaux. Le monsieur s'appelle Jean-Pierre Leroux et ses pâtés s'appellent tout bonnement les pâtés Luang. Un reportage à consommer avec des baguettes de Jean-Pierre Dubois et Marcel Martin. On connaît le calvaire breton, l'artichaut et le chou-fleur breton, la crêpe bretonne, mais en Vic, dans le Finistère, on y ajoute maintenant la galette de riz pour faire le nem breton, plus connu sous son noble nom de pâté impérial. À l'origine de cette révolution gastronomique, Bung Xu, une laotienne bretonne d'adoption. Avec son mari Jean-Pierre Leroux, en 84, ils décident de se lancer dans la fabrication de nem et de créer leur entreprise, la société Luang. Cela semble un peu farfelu, surtout sans argent. Mais la municipalité d'Anvic décide quand même de leur prêter 1 million de francs. Nous avons été le détonateur. Celui qui, au départ, avons dit, nous avons confiance en Jean-Pierre Leroux et nous allons l'aider à s'installer. Et partant de là, bien sûr, il a trouvé des partenaires et les banques, du même coup, lui ont fait confiance. Résultat, une usine moderne et surtout 20 emplois créés. Pour les nems, certains produits, comme ces cheveux d'ange, viennent de Thaïlande, mais la majorité provient de la région, comme les carottes ou le porc. Pour fabriquer industriellement les nems, il a fallu inventer cette chaîne unique au monde. 10 000 nems en sortent chaque jour. Le succès a été immédiat, une surprise pour un produit pas vraiment local. C'est pas parce qu'on est breton qu'on ne peut pas faire de l'exotisme. Et c'est peut-être un petit peu le tort des Bretons, c'est de vouloir produire breton. Et nous, c'est pas ce qu'on veut faire, on veut produire en Bretagne. Ça, c'est important. Ses principaux clients, les grandes surfaces. Mais déjà, Jean-Pierre Leroux regarde vers l'étranger. Il vient même de signer un accord avec la marine américaine. Objectif, 20 000 nems par jour, fin 86. Mais pour réussir, il faut savoir se diversifier. Alors Bung Xu prépare déjà de nouvelles recettes. Là, je vais vous présenter mes 5 produits qui vont sortir ici dans 2 mois. Ça, c'est le canal laqué, le poulet curry, la salade soja, le riz cantonais. Et en exclusivité pour Antenne 2, voici le seul nem authentiquement breton, le nem à la crevette. Que de week-ends pluvieux, de vacances mouillées ou de mercredis glacés sauvés par une simple petite boîte pleine de trucs qu'on colle. Ça s'appelle une maquette. On achète ça en général pour les enfants, mais c'est quand même le papa qui les monte, ce qui est quand même très hypocrite, vous l'admettrez. Eh bien, le salon de la maquette et du modélisme se tient en ce moment à Paris. C'est jusqu'au 16 février. Alors Patrick Esther et Patrick Reslob, ils sont allés rêver un instant en bon papa. Qui osait affirmer que la maquette permet de réaliser ses rêves les plus secrets? Sûrement pas l'auteur de ce modèle réalisé en allumettes et réplique exacte de la cellule qu'il occupe à la prison de la Santé. Au total, ils sont une trentaine de prisonniers qui passent leur temps derrière les barreaux à construire de paisibles églises ou une version supplémentaire de la Tour Eiffel. Décidément, les enfants peuvent regarder, rêver, mais le monde du modèle réduit est affaire de grandes personnes. Ces avions
représente une petite fortune en travail, mais aussi en argent, puisqu'il coûte l'équivalent d'une voiture d'occasion. Guerre pour les enfants également ces fusées à moteur à poudre. Longtemps interdites en France, elles sont de nouveau importées des États-Unis. 300 francs le bon dans les nuages, abordable. Les trains, ça on le savait depuis longtemps, n'appartiennent aux garçons que le soir de Noël. Dès le lendemain, c'est papa qui prend tout en charge, et c'est tant mieux, puisque ces locomotives valent entre 3 et 8 000 francs. Je vous laisse imaginer le prix total de ce train destiné au jardin. Évolution technologique oblige, les plus mordus pilotent avec l'aide de l'ordinateur, même si le réseau minuscule n'en a pas réellement besoin. Quant aux soldats de plomb, n'en parlons pas, je vous ai dit, il n'y en a que pour les adultes. Il se vend chaque jour une centaine de ces figurines. Dernière nouveauté, on disait jusqu'ici que pour réaliser des maquettes, il fallait être particulièrement patient et méticuleux. Alors, ce fabricant a eu l'idée de mettre dans une boîte absolument tout ce qu'il faut, y compris la colle et les tournevis, pour assembler un modèle réduit en moins de 2 heures, et ça fonctionne. On l'appelle le Moscou-Paris. C'est un vent glacé qui nous vient de Sibérie et qui fait trembler la France. Moins 18 ce matin en Auvergne. Et surtout Nice et même Ajaccio, transformés en station de sport d'hiver, Laurent Boussier. Oui, et un an après les records de froid de janvier 85, Nice et la Côte d'Azur sont donc à nouveau sous la neige. La nuit dernière, il est tombé entre 10 et 15 cm de neige. Et ce matin, la circulation était difficile sur tout le littoral. En Corse, c'est à peu près la même chose, surtout à Ajaccio où les chutes de neige se sont poursuivies une grande partie de la journée. Les bateaux, les orangers et les routes sont couverts d'un manteau blanc qui, compte tenu du froid, devrait tenir au moins pendant quelques jours. Et puis cette image de cet agrandissement de la photo satellite où l'on peut voir, chose assez inhabituelle, de la neige sur toute la Bretagne. Vous voyez ces traces, ce ne sont pas des nuages, c'est de la neige, des traces de neige sur tout le sud de la Bretagne. C'est assez inhabituel. Cette neige est également présente sur toutes les Pyrénées. Il y en a un peu plus sur les Pyrénées, c'est normal. 2 traces de neige sur les Pyrénées et sur la Bretagne. Alors vous voyez, de la neige sur les Pyrénées, de la neige sur la Bretagne, de la neige en Corse, de la neige à Nice, des endroits où elle est assez inhabituelle. J'aimerais pouvoir vous dire que ça va cesser, mais ça n'est pas vrai. Regardez la photo satellite, la vraie, la grande, celle-ci, avec toujours cet anticyclone qui dirige doucement de l'air qui vient en droite ligne de Sibérie pratiquement. C'est pour ça qu'il est si froid. Et puis cette dépression là sur l'Italie et puis sur le golfe de Gênes qui fait revenir ces nuages par l'est, des retours d'est. Tous nos malheurs, pour le moment, viennent de l'Est. Regardez la carte du temps prévu pour demain. Toujours une France coupée en deux, avec cette nuit des températures très froides. Moins 14 cette nuit dans le centre, moins 12 dans l'Est, moins 10 entre Tours et Angers, moins 11 entre Agen et Toulouse, des températures très très froides. Et puis dans la journée, donc toujours un temps gris, nuageux, avec quelques rares chutes de neige sur l'est des Alpes, sur toute la moitié est du pays. Un temps clair et très ensoleillé après la dissipation des brouillards matinaux. Sur toute la moitié ouest, attention, le vent, le Mistral et la Tramontane restent très forts en Méditerranée. Côté température, elles sont stationnaires, si l'on peut dire, avec toujours moins 10 degrés dans l'extrême est et puis plus 2 à Brest. Les températures ne sont positives que sur le littoral de l'Atlantique. Sur la moitié sud, de moins 7 à Clermont-Ferrand, jusqu'à quand même plus 5, plus 6 degrés. En Corse, toujours, mais enfin plus 5, plus 6 degrés, ça n'est pas grand-chose. Notre agenda, pour terminer, dès qu'il arrive, s'il arrive demain, mardi 11 février, le soleil se lève à 8h08, se couche à 18h03. Ça nous fait 4 minutes de soleil en plus, c'est la Saint-Félix, mais c'est aussi le mardi gras. Les principales informations à retenir de ce journal, hormis le froid, d'abord l'ouverture du procès géant de la mafia, Palerme, 355 prévenus, 90 chefs d'accusation, et puis les Américains qui sont bien embarrassés devant l'ampleur de la fraude électorale aux Philippines. Tout à l'heure, Washington a suggéré aux deux adversaires de travailler ensemble, ce qui est quand même tout à fait improbable. Voilà, dernier journal avec Daniel Lecomte aux environs de 23h, 23h05. Et puis demain à 6h45 Télématin. Quant à moi, je vous retrouve à 20h. Très bonne soirée sur Antenne 2. À demain.